Je vais tout de suite accueillir le premier intervenant de cette séquence, c'est Edgar Aupiron. Vous pouvez me rejoindre, Edgar. Est-il besoin de présenter le sportif que vous êtes toujours et que vous avez été? Je rappellerai votre titre olympique en 1992 à Albertville. Vous avez été le premier champion olympique de ski acrobatique. J'ai encore en mémoire quelques figures de l'époque. Puis vous avez été champion du monde dans l'épreuve des bosses, je crois, plusieurs fois. Et puis ensuite, vous avez inventé une nouvelle vie. Vous êtes devenu conférencier, apporteur de solutions, notamment pour des dirigeants d'entreprise. Et puis, vous insistez, vous partagez en fin de compte votre expérience. La meilleure chose que l'on puisse enseigner, c'est de faire partager son expérience, et notamment la manière dont la motivation, ce sont des questions de motivation et de confiance qui vous ont porté au top niveau de votre sport. Et justement, vous allez nous expliquer comment la confiance se gagne à l'entraînement. Voilà, c'est parti. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais commencer par une question. Est-ce que vous connaissez sûrement la différence qu'il y a entre Dieu et un champion? Voilà. Donc, effectivement, Dieu s'est jamais pris pour un champion. Je vais vous ramener donc à une époque où je me prenais pour Dieu. C'était il y a plus de 20 ans. Je me suis calmé depuis. Non, je vais vous ramener le jour, celui-là, le jour où j'ai gagné les Jeux. Enfin, le matin même, je ne les avais pas encore gagnés, mais c'est comme si c'était fait. Je l'avais dit. Je vais les gagner, pas de problème. Il reste 65 virages. Ça va me prendre 30 secondes. Enfin, exactement, 31-23, ça a pris. J'étais pas loin de la réalité. Le matin, quand je me suis réveillé, on savait qu'il faisait un temps pourri, on l'a vu. Ça inquiétait les organisateurs. Jean-Claude Killy, qui était dans son bureau à Albertville, qui nous a appelés, il a dit « Si vous voulez les gars, on reporte au lendemain ». Je me suis souvenu du 17 février 1968. Enfin, j'étais pas né. J'avais vu les images à la télé. Quand Jean-Claude Killy avait gagné une médaille d'or en slalom aux Jeux Olympiques de Grenoble, dans un brouillard à couper au couteau. Vous vous en souvenez? Ouais. Et quand il nous a dit, si vous voulez les gars, parce qu'il fait mauvais, on va reporter au lendemain. Je lui ai dit, attends, c'est toujours une belle journée pour être champion olympique, non? C'est pour ça qu'on a couru. Enfin, je pense en grande partie. Ils se sont dit, putain, les mecs là-haut, ils ont la foi, ils ont la confiance. Alors la confiance, bon, moi je ne l'ai pas eu tout le temps. Hein. Mais il a fallu la construire. Hein. Il a fallu la construire. Quand je dis que je ne l'ai pas eu tout le temps, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé le ski de boss, c'était super. J'arrivais du ski alpin, j'avais fait 2 ans catastrophiques en ski alpin. Ils m'ont filé les bases, quoi. Je savais faire des grands virages, les pieds écartés. Voilà, avec un ski qui plantait dans la neige, un virage bien coupé. Et les entraîneurs m'ont dit, bon, écoute, t'as pas vraiment la personnalité, quoi. T'es un peu branleur pour faire du ski alpin. Ce serait bien que t'ailles faire du ski de boss. Ça a l'air de mieux correspondre à ton envie de te la péter sous les télésièges. Mais ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, t'as les bases, t'as les fondamentaux. Alors avec ma grande gueule, je suis arrivé au ski de boss et j'ai dit aux bosseurs qui étaient là, je vais tous vous mettre minables. Ça, c'est une marque de confiance. D'ailleurs, la confiance, avant d'avoir prouvé le truc, hein, ça passe un peu pour de l'arrogance. Ça, c'est un autre sujet. Donc, j'arrive, je fais péter ma grande gueule, on va skier. Et là, je vois les mecs, les bosseurs, hein, les grands virages, les pieds écartés avec le ski qui coupe, ils ne savent pas faire. Alors sur les grandes pistes, les beaux boulevards bien damés et tout, j'étais super bon. J'étais le meilleur, il n'y avait pas de problème. Eux, ce qu'ils savaient faire, c'était des petits virages en dérapage, les pieds serrés. Mais ça, par contre, dans les bosses, c'est mieux. C'est même la technique appropriée, tu vois. Et je ne le savais pas, tu vois. Et quand on est arrivé à la Clusaz, en haut du mur du Loup, parce qu'à l'époque, ça s'appelait le mur du Loup, et que je me suis retrouvé face à cette pente de 300 mètres de long, 150 mètres de large, dans laquelle il y avait au moins 1000 bosses, j'avais 1000 problèmes. Et surtout quand j'ai vu partir les mecs, avec leurs petits virages, là, frétillés du nombril, comme ça, leurs godilles dérapées, ça passait super bien. Et là, je me suis rendu compte que j'avais ouvert ma gueule un peu trop vite. J'ai d'ailleurs regardé l'entraîneur, je lui ai dit, dis donc, c'est qui le con qui a inventé ce sport pourri, là?
dans ce monde de merde. Et le coach m'a dit, non, c'est pas un con, c'est un magicien. Tu mets tes bras devant, tu laisses glisser, puis on verra ce que ça donne. Et il est parti, tu sais. J'ai compris tout de suite le concept du magicien. Parce que quand l'entraîneur skiait, c'était tellement beau à voir, tellement fluide que les bosses disparaissaient. Il avait le haut du corps qui était parfaitement aligné face à la pente, les genoux qui se faufilaient comme ça, paf, 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 on avait l'impression que la piste était lisse. Raide, mais lisse. Le mec a mis 30 secondes pour descendre la piste de 300 mètres. Je me suis lancé avec mes bras devant. Hein. J'ai laissé glisser, j'ai fait 5 virages. Au bout de 5 virages, je me suis fait secouer comme ça, j'avais tout perdu. Je me suis mis une boîte. Oh la honte. Les mecs me disaient « Eh, Gros Piron, t'as perdu quelque chose ?» Je disais là, quoi ? L'équilibre. Mort de rire. Enfin, eux. Je tirais un peu la gueule. Hein. Je suis reparti, j'ai refait 3 virages, j'avais perdu le contrôle. Je suis reparti, j'ai refait 5 virages. Enfin, bref, je vous la fais courte, j'ai mis 8 minutes pour descendre la piste. Première expérience dans les bosses. 8 minutes d'humiliation, tu vois. Je suis arrivé en bas, j'avais perdu le contrôle, j'avais perdu l'équilibre et ma dignité. Important quand même. Et j'en veux pour preuve que j'ai dit à l'entraîneur, dis donc chef, je crois que je ne suis pas fait pour ce sport. Et il m'a dit un truc qui a changé ma vie. D'abord, il a fait le diagnostic, parce que bon, il a fait le diagnostic. Il a dit, à quoi tu pensais quand tu étais au départ ? Je lui ai dit, j'ai vu 1000 bosses, j'avais 1000 problèmes. Il m'a dit, voilà, il faut que tu penses comme un champion. Je ne savais pas que les champions avaient une tête pour penser, tu vois, un cerveau. C'était... Je ne savais pas. Non, Tu vois, puis penser, c'est un truc de philosophe, c'est pas un truc de sportif, donc... Je voyais pas bien le rapport, tu sais. En plus, et jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas s'il y a des philosophes dans la salle, mais il n'y a jamais un mec qui a fait une thèse sur le ski de boss. Hein. Sinon, ça ferait quoi ? Thèse, antithèse ? Ouais. Non, mais ça ferait thèse, antithèse, prothèse. Tu vois ? Ah ouais, c'est sûr. Un philosophe dans les bosses, tu te marres. Bref. Donc, je dis au chef, dis donc, chef, non, moi, je veux un truc simple. Penser comme un champion, c'est trop abstrait pour moi. Tu vois ? Je veux un truc concret. Il pense à quoi, le champion ? Et il m'a dit, la plupart des gens, dans un monde de merde, voient le problème, le champion, ils voient l'opportunité. Et là, je me suis dit, attends, je ne suis pas plus con qu'un autre. Enfin, qu'un sportif, hein. Excusez. Enfin, d'un mec qui n'a pas fait d'études. Ou très peu. Et donc, je devrais pouvoir le faire. Je devrais pouvoir le faire. On va voir, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et depuis ce jour-là, c'est en ça que ça a changé ma vie. Je me suis mis à cultiver l'idée que moi aussi, je pouvais regarder les choses de manière positive, plutôt que de les regarder sous l'angle du problème. Et ce qui est génial, c'est que ça a développé chez moi un des aspects de la confiance. C'est la passion. J'ai toujours été passionné, finalement, par essayer de transformer les choses. Essayer de voir des choses impossibles et de les rendre possibles. Enfin, essayer de les voir. Quand j'étais face à des choses qui me paraissaient impossibles, de les rendre possibles. Essayer de prendre ce que la plupart des gens pouvaient considérer comme des problèmes ou des obstacles, des opportunités, leur trouver des solutions. Être confronté à des enjeux colossaux. Vous êtes au départ des jeux, d'accord, mais vous regardez quoi ? Le fait que vous êtes trop jeune ou trop vieux, que la piste, vous ne la connaissez pas, que les jeux, c'est dans 3 ans, que vous ne savez pas quelles seront la qualité de vos adversaires. Ou alors vous dites, attends, pour l'instant, il n'y a personne sur la première marche. Donc je la vise. Alors évidemment, après, quant à cette philosophie, cet état d'esprit, à chercher le positif dans un monde chaotique, il y a du boulot. Il y a du boulot à mettre en œuvre. La première chose, on va dire, c'est qu'il faut aller chercher l'exigence. L'exigence est hyper importante. Mais l'exigence sur quoi ? Est-ce qu'il faut être exigeant partout, sur tout ? Dans le sport, à l'âge de 19 ans, j'ai été champion du monde. Et franchement, quand tu es champion du monde à 19 ans, en boss, tu te la pètes. Tu vois ? Moi, j'étais arrivé. Hein. J'avais eu d'ailleurs un reportage aux 20h. Je te dis pas, le reportage, il commence, je suis dans une boîte de nuit, déjà, tu vois.
je danse et tout. Le premier reportage aux 20h. Hein. Ils se terminent leur reportage. On n'a pas 2 fois l'occasion de laisser une bonne dernière impression. Il se termine, je suis dans une chaise longue d'un resto d'altitude, tu vois, et le journaliste me dit, bon, et pour toi, c'est quoi la vie maintenant que tu as 19 ans et que tu es champion du monde? Je lui fais, ski, sexe and rock'n'roll. Pourquoi? Ah, ça fait hyper arrogant, c'est prétentieux, hein, mais tu vois, je philosophais déjà à l'âge de 19 ans. Putain. Enfin, une philosophie de sportif, hein. Ça volait haut, quoi. Et le lendemain, je me retrouve confronté... Nano Pourtier, le patron, le capitaine des équipes de France, mon mentor. Hein. Je me retrouve face à lui, à l'entraînement, et il me dit, bon, maintenant, Edgar, il va falloir que tu réfléchisses à la manière dont tu vas emmener ton sport à un niveau supérieur. Je fais, t'as pas vu le reportage hier soir? T'as pas vu le reportage, tu vois? Et on s'est pas, enfin, pendant un petit moment, on s'est pas compris, quoi. Alors, comme il a vu qu'on se comprenait pas et qu'il est intelligent, il m'a dit, écoute, dis-moi ce que t'aimes. De manière à ce qu'on sache où est-ce qu'on allait mettre l'exigence. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'aime quand ça va vite. Mais tu sais, je vais vite, d'accord, mais je fais plein de fautes techniques, donc ce serait bien que je travaille mes fautes techniques. Il m'a dit ça, je m'en occupe. Remonte, tu m'en fais une à fond. Et je l'ai faite. Quand je suis arrivé en bas, il m'a tendu le chrono. Il me dit, il y a combien là? Je lui ai dit 32 secondes. Il me dit, tu m'en reskies en 30 secondes. Et si tu arrives à skier en 30 secondes, je corrige. Je bosse. Je lui ai dit, si j'y arrive pas, tu remontes. Jusqu'à ce que tu la skies en 30 secondes. Et que tu arrives en bas. Et là, je me mettrai à bosser. J'ai vécu ça comme un challenge. Faut comprendre, j'ai vécu ça comme un challenge. Parce que le mec avait une exigence d'enfer, mais là où j'étais bon. C'est quand même beaucoup mieux que d'avoir une exigence d'enfer, là où t'es pas bon. Et ouais. Non, mais moi, c'est ce que je voulais faire. J'allais me mettre une pression d'enfer, là où j'étais pas bon, corriger mes fautes. Heureusement que j'avais un bon coach. Parce que lui, ce qu'il savait, c'est que plus tu travailles là où tu es bon, plus tu deviens bon, même là où tu n'es pas bon. Tu vois, c'est ça, élever le niveau. Et c'est comme ça que j'allais pouvoir emmener mon sport à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que j'allais développer quelque chose de fantastique, qu'on appelle le plaisir, en rapport à l'effort. Un mec qui gagne, c'est un mec qui prend plus de plaisir qu'il est en effort. Tu vois, c'est un mec qui a plus de solutions que le sentiment de se sacrifier. C'est ça, toujours ce rapport, ce bilan qu'on pourrait faire entre le positif, la confiance, et le négatif, le doute. Le plaisir et l'effort. Et donc, c'était ça le jeu. Vous voyez, première chose, un truc passionnant. Voilà ce qui alimentait ma confiance. Deuxième chose, le talent. On a tous des talents. Tu vois ? Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est exigeant, et ça a été ça le principe, exigeant sur les points forts, sur le talent, vigilant sur les points faibles, de manière à garder un niveau d'énergie d'enfer. Il me reste 30 secondes pour vous donner le troisième élément. Et le troisième élément qui a construit cette confiance, en fait, c'était de s'inscrire dans une spirale de progrès permanent. Ne jamais se satisfaire de ce que, finalement, j'avais. Je vous ai dit qu'il restait 65 virages pour gagner les Jeux. 65, franchement, c'est nul. Enfin, c'est nul, c'est une formalité, 65 virages. Bon, alors d'accord, il y avait le paquet cadeau autour, qui était beau, mais 65 virages, franchement. Quand on sait qu'il y avait 1 300 000 virages avant, hein, 1 300 000, hein, c'était 10 ans de ski de boss, hein, 8 heures par jour d'entraînement, hein, pendant 10 ans, hein, 10 mois par an, enfin c'était... D'accord? Donc franchement, si ce n'est pas une formalité. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? 1 300 000 virages. On était plein à avoir fait 1 300 000 virages au départ de cette course. Pourquoi il y en a un qui serait meilleur que les autres? D'autant que quand vous regardez le podium, on est deux là. Olivier qui est à côté, et c'est mon pote, c'est un Français, même génération, club des sports, de La Plagne, moi de la Clusaz, c'est la seule chose qui nous différencie. On est rentré en équipe de France à l'âge de 16 ans, on a progressé ensemble, on a évolué ensemble, on a les mêmes moyens, les mêmes coachs, les mêmes structures, les mêmes infrastructures. Pourquoi est-ce qu'il y avait une raison qui est 80 centièmes de différence entre lui et moi? Tout simplement parce que, comme je n'étais pas plus talentueux que lui, que je n'avais pas plus de moyens ni de chance, je l'ai regardé à l'entraînement et je le voyais progresser tous les 100 virages. Et je me suis dit, si je veux être meilleur, il faut que je progresse tous les 65.
À la fin, ça fait un escalier. Si vous considérez qu'une marche d'escalier, c'est un progrès, ça me fait un escalier de 20 000 marches. 1 300 000, tous les 65 virages, vous êtes comptable, vous savez mieux que moi faire. Hein, et lui, 13 000, 7 000 marches de différence, égale 80 centièmes de point. Ça fait cher le progrès. Hein. Enfin, ou rien, quoi. Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas révolutionné le monde. On a fait des petits progrès. Une marche, c'est un petit progrès. Et c'est ça, par contre, ça a cassé ou ça nous a empêché de nous endormir dans la routine. Donc, vous voyez ce qui a alimenté cette confiance, qui était la mienne et qui était la nôtre aussi, parce qu'on a travaillé ensemble, on s'est éclaté ensemble. C'est 1, la passion. 2, l'exigence au bon endroit. 3, la remise en question, la créativité, parce qu'il en faut de la créativité. C'est bouger en permanence. Voilà les éléments qui me laissent dire aujourd'hui qu'on a tous suffisamment de talent, de créativité et de passion en nous, donc de confiance, pour faire d'un rêve une réalité. Et il s'agit de ça, finalement. Mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit, vous le voyez, ça se construit avec le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ça peut paraître arrogant au départ, quand vous franchissez la ligne et qu'on vous accroche la médaille autour du cou, derrière, on vous prend pour un dieu. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.